Imaginez le son d'un marteau qui brise le silence de votre vie. Pour Antoinette, ce son n'était pas celui d'une construction, mais celui d'une destruction. Le son du panneau « à vendre » qu'on plantait dans son jardin, le jardin qu'elle avait cultivé pendant 50 ans. C'est ici que commence notre histoire. Une histoire sur les liens du sang qui se déchirent et sur les mains étrangères qui se tendent pour reconstruire ce qui a été brisé. Accrochez-vous, car le voyage émotionnel d'Antoinette vous montrera que même dans l'obscurité la plus profonde, une lueur d'espoir peut jaillir de la source la plus inattendue. Antoinette était une femme de 80 ans, veuve depuis une décennie, vivant dans son petit pavillon à Caluire-et-Cuire, une banlieue de Lyon. Chaque recoin de cette maison respirait les souvenirs de son mari, Jean, et des rires de ses enfants, Sophie et Christophe, lorsqu'ils étaient petits. Mais ces enfants avaient grandi. Sophie, mariée à un cadre supérieur, vivait dans un appartement luxueux du 6e arrondissement, croulant sous un crédit immobilier écrasant. Christophe, lui, était constamment sous la pression de sa femme Karine et peinait à joindre les deux bouts. La maison d'Antoinette, avec son grand terrain, était devenue une mine d'or aux yeux des promoteurs immobiliers. Et pour ses enfants, elle était devenue la solution à tous leurs problèmes financiers, une solution qu'ils allaient lui imposer, quel qu'en soit le prix pour son cœur. Antoinette était assise dans son vieux fauteuil en velours, le regard perdu à travers la fenêtre. La décision qui se profilait était immense. Mais pouvait-elle vraiment décider de quoi que ce soit ? Ses enfants, Sophie et Christophe, avaient déjà tout orchestré pour elle. Une femme âgée comme elle ne pouvait pas s'opposer. Ils lui avaient exposé la situation, leur voix mêlant une fausse compassion à une urgence calculée, leurs problèmes d'argent, leurs dettes, leurs projets en suspens. Elle était leur mère, après tout. Son devoir était de les aider, de se sacrifier. Antoinette soupira lourdement, le poids du monde sur ses épaules fragiles. Elle devait commencer à faire ses cartons, à trier une vie entière de souvenirs. Ne prendre que le strict nécessaire. Le reste, tout ce qui constituait son univers, serait abandonné ici. Bientôt des étrangers achèteraient ses murs, et tous ses meubles, ses bibelots, ses livres, finiraient sur le trottoir, comme de vulgaires déchets. Une vie entière effacée pour combler les dettes de ceux qu'elle avait mis au monde. Sophie et Christophe avaient été très clairs dans leurs instructions. « Si tu viens vivre chez nous, maman, tu ne prends que tes vêtements et l'album de photos. » Mais son tricot, ses statuettes en porcelaine, les lettres de son mari, et toutes mes affaires, toutes les choses que je veux garder, avait-elle demandé, la voix tremblante. Sophie avait répondu sèchement au téléphone, son impatience perçant à travers le combiné. « Non, maman, seulement le strict nécessaire. 2 valises, maximum. Pas question de ramener tes vieilleries chez nous. Nous n'avons pas de place pour stocker tout ça. » Antoinette avait compris à cet instant qu'elle devait faire le deuil de ses propres souvenirs. Pour ses enfants, ce n'était que du bazar, des objets sans valeur. Pour elle, c'était sa mémoire, les fragments tangibles de son bonheur passé. Une tristesse profonde et amère l'envahit, une tristesse qui ressemblait à un abandon. Elle n'était plus la gardienne de son histoire, mais une simple vieille femme encombrante. Il lui avait laissé une semaine pour vider 50 ans de vie, 7 jours pour dire adieu à chaque objet, chaque recoin de sa maison. Sophie et Christophe la rassuraient, lui juraient que sans leurs problèmes financiers, ils n'auraient jamais, au grand jamais, touché à sa maison. Ils lui promettaient qu'ils ne l'abandonneraient pas, qu'elle vivrait avec eux. Ils ne savaient pas encore chez qui exactement, ils devaient s'organiser, mais ils lui assuraient qu'elle ne finirait pas à la rue. Pour Antoinette, peu importait chez qui elle irait. La seule chose qui comptait était de ne pas être rejetée par ses propres enfants. Alors, pendant une semaine, elle erra dans sa maison comme un fantôme. Chaque objet qu'elle touchait ravivait une avalanche de souvenirs. Le vase qu'elle avait reçu pour ses 30 ans, la petite chaise sur laquelle Christophe avait appris à lire. Dire adieu à ces témoins silencieux de sa vie était une torture, un déchirement à chaque instant. Au bout de cette semaine déchirante, elle avait réussi à remplir 2 valises avec ses vêtements et quelques photos. Mais elle avait aussi préparé un 3e bagage plus petit. À l'intérieur, elle avait soigneusement emballé un service de linge de lit en lin, brodé à la main par sa propre mère, jamais utilisé. À côté,
elle avait calé ses précieuses statuettes en porcelaine, des danseuses fines et délicates. Le linge de lit n'était pas neuf, bien sûr, il dormait dans son armoire depuis des décennies, mais il était d'une qualité exceptionnelle. Antoinette s'était dit que ses enfants en auraient peut-être l'utilité. Quant aux figurines, elles étaient si belles, si fragiles, c'était un crime de les jeter. Elle espérait que ses enfants accepteraient ce petit cadeau, un dernier morceau de son héritage personnel. Elle voulait croire qu'un petit geste d'amour de sa part pourrait encore trouver une place dans leur vie si affairée et si compliquée. Le jour J, Sophie et Christophe arrivèrent. La voiture était garée devant le portail, moteur tournant, comme pour presser le départ. En voyant les 3 bagages sur le perron, le visage de Sophie se crispa immédiatement. « Maman, je t'avais dit de prendre le moins de choses possible. » Sa voix était un reproche à peine déguisé. « Mais ma chérie, il n'y a presque rien, » répondit doucement Antoinette. « La 3e valise, c'est pour vous. Il y a du linge de lit et les statuettes en porcelaine. » Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais croisa le regard de son frère et se ravisa. Un éclair de calcul passa dans ses yeux. « D'accord, on prend les 3 valises, » lança-t-elle d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Ils chargèrent les bagages dans le coffre avec une hâte qui fit mal à Antoinette. Pas un regard en arrière pour la maison, rien, juste une porte qui se ferme sur une vie entière sans la moindre cérémonie. La maison d'Antoinette se situait dans un quartier qui changeait à toute vitesse. Les vieux pavillons, comme le sien, étaient rasés les uns après les autres pour laisser place à des résidences modernes et luxueuses. Son terrain était particulièrement grand, une aubaine pour un promoteur. L'acheteur était un homme d'affaires influent qui, quelques mois plus tard, y fit construire un petit immeuble de standing de 2 étages. Le pavillon d'Antoinette fut détruit en une seule journée. Les rosiers de son mari, les arbres qu'elle avait vus grandir, tout fut arraché. Bientôt, plus rien ne rappela qu'une vieille femme avait vécu là, heureuse pendant un demi-siècle. Son histoire avait été littéralement effacée du paysage, remplacée par du béton et des baies vitrées impersonnelles. Pendant ce temps, Antoinette découvrait sa nouvelle vie, celle d'une invitée tolérée dans le monde de sa propre fille. Antoinette s'installa donc chez Sophie, dans ce magnifique appartement haussmannien avec vue sur le parc de la Tête d'Or. On lui attribua une petite pièce qui servait autrefois de bureau à Marc, le mari de Sophie. Marc n'avait pas caché son mécontentement, mais Sophie avait réussi à le convaincre, lui promettant que ce ne serait que temporaire. On acheta pour Antoinette un lit simple et une petite armoire bon marché. La pièce était froide, sans âme. Antoinette n'osait même pas accrocher ses quelques photos aux murs blancs immaculés. Elle finit par supplier sa fille de lui trouver une petite table de chevet. Sophie, visiblement agacée par cette demande, céda et revint avec une petite commode premier prix. « Pourquoi veux-tu une table ? Pour écrire, tu vas t'abîmer encore plus les yeux. Tu ferais mieux de te reposer, » lui lança-t-elle, transformant sa requête en un caprice de vieille femme sénile. Avec une lueur d'espoir, Antoinette offrit à sa fille la valise contenant le linge de lit et les statuettes en porcelaine. Sophie prit le cadeau sans un mot, sans même l'ouvrir. Elle le posa dans un coin du couloir et n'en parla plus. Les jours passèrent et Antoinette ne revit jamais ni le linge ni les figurines. Elle finit par demander timidement où était passée la valise. L'explosion de Sophie fut instantanée et violente. « Maman, arrête avec tes questions. La valise est au débarras avec tes cadeaux. Je t'avais dit que je n'avais pas besoin de ton vieux linge de lit. Il aurait dû finir à la poubelle depuis longtemps. Et tes statuettes, je ne sais pas où les mettre. Tu les donneras à Christophe plus tard si tu veux. » Le mépris dans sa voix était comme une gifle. Antoinette se sentit humiliée, réduite à une vieille folle avec ses trésors dérisoires. Elle se tut et retourna dans sa petite chambre, le cœur en miettes. Au fil des semaines, l'ambiance dans l'appartement devint de plus en plus tendue. Marc, son gendre, ne lui adressait la parole que pour des banalités polies, mais son irritation était palpable. La présence constante de sa belle-mère dans leur espace de vie soigneusement organisé le dérangeait profondément. Il passait ses soirées, écouteurs sur les oreilles, créant une bulle pour l'ignorer. Sophie, prise entre le mécontentement de son mari et la présence de sa mère, commença à perdre patience. Chaque geste d'Antoinette,
chaque pas dans le couloir, chaque question posée d'une voix douce devenait une source d'agacement. Elle se sentait épiée, jugée. Un soir, après une remarque anodine d'Antoinette sur le repas, Sophie explosa. Le lendemain, elle appela son frère Christophe. Sa décision était prise. Elle ne pouvait plus supporter cette situation un jour de plus. La cohabitation était un échec total. « Christophe, il faut que tu l'apprennes. C'est aussi ta mère, après tout. On fait chacun notre tour. C'est ton tour maintenant. Viens la chercher ce week-end. » La conversation téléphonique fut brève et sans appel. Christophe, à l'autre bout du fil, protesta faiblement, évoquant le manque de place et le caractère difficile de sa femme, Karine. Mais Sophie fut inflexible. Elle lui rappela sa part de l'argent de la maison, argent qu'il avait déjà bien entamé. Il n'avait pas le choix. Christophe accepta, résigné. Personne ne demanda son avis à Antoinette. On ne lui annonça pas la nouvelle, on la lui imposa. « Maman, tu vas aller passer un peu de temps chez Christophe, ça te fera du changement. » Le mot « changement » sonnait faux. Antoinette comprit qu'on la déplaçait comme un meuble encombrant d'une pièce à l'autre, en espérant trouver un coin où elle dérangerait moins. Elle hocha la tête silencieuse, avalant ses larmes. Le déménagement chez son fils fut encore plus sinistre. Karine, la femme de Christophe, était une femme dure et aigrie. Elle accueillit sa belle-mère avec un sourire si faux qu'il en était glacial. Elle ne fit aucun effort pour cacher son hostilité. La présence d'Antoinette était une intrusion, un fardeau qu'elle n'avait pas l'intention de porter avec grâce. La règle fut établie dès le premier jour. La cuisine lui était interdite. Le salon avec sa grande télévision était également un territoire défendu. « Tu seras mieux dans ta chambre, au calme, » lui dit-elle avec une fausse sollicitude. Antoinette se retrouva confinée dans une petite pièce à peine plus grande qu'un placard. Il n'y avait pas de télévision, juste une petite fenêtre donnant sur un mur de briques. Le silence de l'appartement n'était rompu que par les ordres secs de Karine et les soupirs fatigués de son fils, Christophe, qui évitait soigneusement son regard. Les jours chez son fils étaient longs et vides. Antoinette passait des heures assise sur son lit à regarder le mur d'en face. Elle osa un jour demander à Christophe s'il pouvait lui acheter une petite télévision d'occasion. « Maman, quelles sont ces idées? Je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres pour t'acheter une télé. Je vais te trouver une vieille radio à la cave, tu pourras écouter ça. Et s'il te plaît, essaie de ne pas énerver Karine. Elle se plaint tout le temps de toi. » La réponse de son fils la laissa sans voix. « Mais pourquoi se plaint-elle? Je ne lui fais rien de mal. Hier, je lui ai juste demandé de me faire une tasse de thé parce que j'avais soif, et elle s'est mise à crier. » Christophe ne répondit pas. Il se contenta de froncer les sourcils, l'air accablé, avant de quitter la pièce. Il ne voulait pas de problème, il voulait juste que sa mère devienne invisible, silencieuse, inexistante. Le soir même, n'en pouvant plus, Christophe appela sa sœur. Antoinette, dont la porte de la chambre était entr'ouverte, entendit la conversation qui se déroulait à voix basse dans le couloir. Chaque mot était un coup de poignard. « Sophie, il faut qu'on trouve une solution. Karine est à bout. Maman erre dans l'appartement comme une âme en peine. On devrait peut-être regarder pour une maison de retraite. » Le mot était lâché. Maison de retraite. L'antichambre de la faim. La réponse de Sophie fut encore plus cruelle, cinglante de pragmatisme. « Tu es fou ou quoi? Tu sais combien ça coûte? C'est toi qui vas payer? Moi, je ne donnerai pas un centime. J'ai d'autres chats à fouetter. » La discussion s'envenima, les deux enfants se renvoyant la responsabilité comme une patate chaude. Antoinette, pétrifiée derrière sa porte, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'était plus une mère. Elle était un problème coûteux. « Alors reprends-la chez toi, » lança Christophe, à bout d'arguments. « Je suis fatigué de la voir sortir de sa chambre comme un fantôme, avec ce regard accusateur. On dirait qu'elle nous reproche tout en silence. J'en peux plus, Sophie, j'en ai marre. » La réponse de sa sœur fut tout aussi égoïste. « Non, pas question. Elle a assez vécu chez moi. Elle n'est restée qu'1 mois chez toi. Débrouille-toi. On ne va quand même pas la mettre à la rue. C'est notre mère, malgré tout. » Ce « malgré tout » résonna dans la tête d'Antoinette avec une violence inouïe. Elle était un devoir, une obligation, une chose dont il fallait bien s'occuper, mais sans la moindre trace d'amour ou d'affection.
Elle était un fardeau qu'ils avaient créé eux-mêmes en la déracinant. L'écho de leur voix se tut, mais leurs paroles continuaient de tourner en boucle dans son esprit, la torturant. Christophe soupira bruyamment, un son de pure défaite. « Si j'avais su que ce serait si compliqué, je n'aurais jamais accepté de vendre la maison, » murmura-t-il. Sophie rétorqua immédiatement, sa voix acérée comme une lame. « Ah oui, c'est toi qui criais le premier que tu avais besoin d'argent. Pourquoi tu n'as pas pensé à ce moment-là qu'il faudrait bien la loger quelque part? Je t'avais prévenu qu'elle était tenace, qu'elle vivrait encore longtemps. Maintenant, elle va nous pourrir la vie à tous les deux. » La conversation s'arrêta là. Aucune solution n'avait été trouvée. Antoinette resterait donc chez son fils, pour le moment. Mais pour combien de temps? Assise dans le noir de sa chambre, une terrible lucidité s'empara d'elle. Ses enfants ne voulaient pas d'elle, personne ne l'aimait. Elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en leur cédant sa maison, son unique refuge. Elle avait tout perdu. Elle n'avait plus rien, plus personne, et nulle part où aller. Le lendemain matin, une idée germa dans son esprit, une idée folle, un dernier pèlerinage. Elle voulait revoir Martine, son ancienne voisine, son amie. Christophe et Karine étaient mis et partis travailler tôt, laissant un silence pesant dans l'appartement. Antoinette prit son petit sac à main, y glissa son portefeuille et ses clés et quitta l'appartement sans un bruit. Elle laissa son vieux téléphone portable sur la table de chevet. À quoi bon? Personne ne l'appellerait. Et personne ne s'inquiéterait de son absence avant le soir, voire le lendemain. Elle descendit les escaliers, le cœur battant. Une fois dans la rue, l'air frais de Lyon lui parut étrangement libérateur. Elle ne savait pas exactement quel bus prendre pour retourner dans son ancien quartier, mais elle se dit qu'elle demanderait aux gens à l'arrêt. Pour la première fois depuis des mois, elle prenait une décision par elle-même. Elle reprenait, l'espace d'un instant, le contrôle de son propre destin. À l'arrêt de bus, une jeune femme bienveillante lui indiqua le bon numéro et la direction à prendre. Le trajet lui parut interminable. Assise près de la fenêtre, Antoinette regardait défiler la ville, une ville qui lui était devenue étrangère. Chaque rue, chaque bâtiment ravivait des souvenirs d'une autre époque, d'une vie où elle avait sa place, où elle était aimée. Elle arriva enfin à destination. Elle descendit du bus et reconnut immédiatement les lieux, même s'ils avaient changé. L'air sentait différemment. Le bruit des constructions avait remplacé le chant des oiseaux. Elle marcha lentement, le cœur serré, jusqu'à sa rue. Et là, le choc fut brutal, d'une violence inouïe. À la place de son petit pavillon coquet et de son jardin fleuri se dressait un immeuble moderne, froid et arrogant, une forteresse de verre et de béton, entourée d'une haute clôture métallique. Tout avait disparu. Il ne restait plus rien, pas même une trace. Antoinette sentit ses yeux s'emplir de larmes. Une vague de désespoir pur la submergea. Qu'avait-elle fait? Comment avait-elle pu être si naïve? Comment avait-elle pu se laisser manipuler par ses propres enfants qui l'avaient trahie si froidement? Sa tête se mit à tourner. Le monde vacillait autour d'elle. Elle s'appuya lourdement contre la clôture froide et lisse, cherchant un soutien pour ne pas s'effondrer. Elle ferma les yeux, essayant de retrouver son souffle. C'est alors qu'une voix masculine agressive l'attira de sa torpeur. « Hé, qu'est-ce que vous faites là? Allez, circulez. Vous avez trouvé un bon endroit pour vous reposer. Dégagez l'ivrogne, ou j'appelle la police et on vous emmènera là où est votre place. » La cruauté des mots la frappa en plein cœur. Elle ne comprenait même pas qu'on s'adressait à elle, une vieille dame respectable. Antoinette leva des yeux embués de larmes. Devant elle se tenait un jeune homme grand, bien habillé, le visage fermé par le mépris. Il la regardait de haut, comme si elle était une ordure sur le trottoir. Sans un mot, elle retira ses mains de la clôture et recula, chancelante. C'est alors que son pied buta contre une pierre. Elle perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le sol. Une douleur fulgurante lui traversa la cheville. Elle poussa un petit cri étranglé. C'est alors qu'elle entendit une voix familière, pleine d'inquiétude. « Antoinette, c'est bien toi, mon Dieu, mais que s'est-il passé ?» C'était Martine, son ancienne voisine, son amie. Elle se précipita vers elle, écartant le jeune homme d'un regard furieux. Martine l'aida à se relever. Heureusement, rien de cassé, mais sa cheville était foulée.
Marcher était un supplice. « Viens chez moi, je vais m'occuper de toi, » lui dit Martine avec une infinie douceur. Martine la soutint et la guida jusqu'à son pavillon, juste de l'autre côté de la rue. Antoinette boitait, la douleur à la cheville se mêlant à la douleur de son cœur. Elle ne voyait rien à travers le torrent de larmes qui inondait son visage. Martine l'installa confortablement dans son salon, lui prépara une tasse de thé bien chaud et lui offrit une part de cake au citron. Pendant près d'une heure, elle ne lui posa aucune question. Elle attendit, patiente, que le chagrin d'Antoinette s'apaise, que les sanglots cessent. Elle attendit que son amie soit prête à parler. Ce silence bienveillant, cette simple présence chaleureuse, était le premier acte de gentillesse qu'Antoinette recevait depuis des mois. Elle se sentait enfin en sécurité, écoutée, comprise. C'était un baume sur ses blessures invisibles mais si profondes. Quand elle eut enfin retrouvé la force de parler, Antoinette raconta tout. Le flot de paroles était ininterrompu, un mélange de tristesse, de colère et de résignation. Elle raconta comment ses enfants l'avaient convaincue de vendre sa maison, sa nouvelle vie d'errance entre leurs deux foyers, le mépris de sa belle-fille, l'indifférence de sa fille, la lâcheté de son fils. Elle décrivit le sentiment d'être un fardeau, une nuisance. Elle confia qu'elle n'avait pas entendu un seul mot tendre, pas reçu un seul regard affectueux depuis son départ. Sa vie n'était plus qu'un long calvaire, une attente silencieuse dans une prison sans barreaux. Martine l'écoutait, le cœur serré, le visage empreint d'une profonde tristesse et d'une colère grandissante. Elle tenait la main de son amie, une ancre dans la tempête de ses émotions. Martine regarda Antoinette avec une immense compassion. Elle n'avait que 5 ans d'écart, mais son amie semblait avoir vieilli de 20 ans. Elle était devenue une vieille femme frêle, le dos voûté par le chagrin, le regard éteint. Il était évident que personne ne prenait soin d'elle. Quelle injustice monstrueuse! Cette femme avait 2 enfants, mais elle était plus seule que jamais. Une lueur de détermination s'alluma dans les yeux de Martine. Elle savait ce qu'elle devait faire, elle ne laisserait pas tomber son amie. Elle prit doucement la main d'Antoinette entre les siennes. « Écoute-moi bien, Antoinette, » commença-t-elle d'une voix ferme mais douce. « Tu ne seras plus jamais seule, c'est terminé. J'ai une proposition à te faire, une vraie proposition. » Antoinette leva les yeux vers elle, une étincelle d'espoir naissant dans son regard fatigué. « Mon fils Julien est en train de me préparer une petite maison sur son terrain, à la campagne, » expliqua Martine. « Il a une grande ferme rénovée dans le Beaujolais, un endroit magnifique. Il veut que je vienne vivre près de lui, de sa femme et de ses 4 enfants. Il veut que je sois là pour l'aider un peu et profiter de mes petits-enfants. La maisonnette qu'il me prépare est petite, c'est vrai, mais elle est charmante, et il y a largement assez de place pour nous deux. Je veux que tu viennes avec moi, Antoinette. » Le souffle d'Antoinette se coupa. Elle n'osait y croire. « Je suis sûre que Julien ne sera pas contre, » poursuivit Martine avec enthousiasme. « Il a un cœur en or, et sa femme Céline est un ange. On pourra les aider avec les enfants, s'occuper un peu du potager. On se sentira utile, tu verras. On ne sera pas de trop. Alors, qu'est-ce que tu en dis ?» Antoinette écoutait Martine, fascinée par la force et la conviction qui émanaient d'elle. Sa voix était si chaleureuse, si sincère. Un espoir qu'elle croyait mort à jamais renaissait en elle. Peut-être que tout n'était pas fini, peut-être qu'une nouvelle vie était possible, loin de la cruauté de ses enfants. Quand Martine mentionna de les prévenir, le visage d'Antoinette se ferma. Elle secoua la tête négativement, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « Non, » murmura-t-elle, « je ne veux rien leur dire. Je ne veux même pas qu'ils sachent où je suis, qu'ils pensent que j'ai disparu, que je suis morte, ça leur fera des vacances. Ils m'ont fait trop de mal, Martine. Je ne veux plus jamais les revoir. » La douleur dans sa voix était si palpable que Martine n'insista pas. Elle lui tapota doucement l'épaule, un geste réconfortant. « D'accord, d'accord, comme tu voudras, » dit Martine d'une voix apaisante. « Ne pleure plus. Je vais appeler mon fils tout de suite. Je vais tout lui expliquer. Tu vas voir, c'est un homme bien. Il ne nous laissera jamais tomber. » Martine sortit son téléphone et composa le numéro de Julien. Elle s'éloigna un peu pour lui parler, lui racontant toute l'histoire d'Antoinette avec des mots simples et poignants. Antoinette entendait des bribes de la conversation,
la voix calme et rassurante de Julien. Quand Martine raccrocha, elle avait un immense sourire sur le visage. « C'est réglé. » Il a dit oui sans hésiter. Il a dit que sa maison est grande ouverte pour les amis de sa mère. Il viendra nous chercher demain matin avec sa camionnette. Notre nouvelle vie commence demain, Antoinette. Pour la première fois depuis des mois, Antoinette sourit. Un vrai sourire, timide mais sincère. 3 mois s'étaient écoulés. Antoinette vivait désormais avec Martine dans leur petite maison douillette au cœur du Beaujolais. Les journées étaient rythmées par le chant des oiseaux, les rires des enfants et les travaux paisibles du jardin. Julien, le fils de Martine, était un homme exceptionnel, d'une gentillesse et d'un respect infini. Il prenait soin des 2 femmes comme si Antoinette avait toujours fait partie de sa famille. Il avait été profondément choqué par son histoire et avait accueilli son amie avec une chaleur qui avait guéri bien des blessures. Les 2 amies s'étaient rapidement trouvé une place. Elles aidaient Céline avec les enfants, préparaient de bons petits plats avec les légumes du potager et avaient transformé le devant de leur maisonnette en un parterre de fleurs éclatantes. Antoinette avait retrouvé le plaisir des choses simples, le bonheur de se sentir utile et aimée. Antoinette n'avait jamais été aussi sereine. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment de gratitude. Elle était entourée de personnes qui se souciaient réellement d'elle. Céline, la femme de Julien, était d'une douceur incroyable. Elle ne manquait jamais une occasion de les remercier, de leur apporter une pâtisserie faite maison ou de passer un moment à discuter avec elles sur leur petit banc au soleil. Elle les invitait souvent à dîner dans la grande maison et ces soirées étaient remplies de rires et de chaleur. C'était une famille en or. Antoinette pensait parfois à ses propres enfants, Sophie et Christophe, quelque part là-bas, dans leur vie trépidante. Ils devaient certainement la croire disparue pour de bon. Et sans doute, ils étaient soulagés de ne plus avoir ce poids sur leurs épaules. Cette pensée était triste, mais elle ne lui faisait plus mal comme avant. Martine, cependant, ne pouvait se résoudre à laisser les choses ainsi. La colère contre Sophie et Christophe ne la quittait pas. Elle pensait qu'Antoinette méritait que ses enfants sachent qu'elle était heureuse et qu'ils aient conscience de leur propre monstruosité. Un jour, sans rien dire à Antoinette, elle prit le bus pour Lyon. Elle avait trouvé l'adresse de Sophie sur Internet. Elle se présenta à l'interphone du luxueux immeuble. Quand Sophie ouvrit la porte, son visage passa de la surprise à l'agacement en reconnaissant l'ancienne voisine de sa mère. Martine ne lui laissa pas le temps de parler et lui annonça la nouvelle de but en blanc. « Votre mère est vivante, elle va très bien, elle vit avec moi à la campagne. » La réaction de Sophie ne fut pas le soulagement, mais une colère froide et venimeuse. « Parfait !» siffla Sophie entre ses dents. Alors cette vieille folle s'est enfuie de la maison sans rien dire à personne, et maintenant elle se la coule douce chez des étrangers. C'est ça une mère, elle aurait pu au moins passer un coup de fil pour dire qu'elle était vivante. On l'a cherchée pendant plusieurs jours, on a perdu notre temps. Martine la regarda, abasourdie par tant de mauvaise foi. « Plusieurs jours ?» rétorqua-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Vous avez cherché votre mère pendant quelques jours seulement, mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des monstres. Elle ne vous a jamais intéressé. J'ai bien fait de venir pour voir de mes propres yeux à quel point vous êtes inhumains. Vous êtes des bêtes, pas des gens. » Martine tourna les talons, se sentant souillée par cette rencontre comme si elle s'était roulée dans la boue. En rentrant au village, Martine prit une décision. Elle ne dirait jamais à Antoinette qu'elle avait vu sa fille. À quoi bon? Sophie n'avait même pas demandé où vivait sa mère. Elle n'avait montré aucune once de remords, aucune étincelle d'amour filial. Elle ne se souciait que de son propre confort et de sa petite personne. Raconter cette entrevue ne ferait que rouvrir les blessures d'Antoinette, la replonger dans une tristesse qu'elle commençait à peine à surmonter. Non, il valait mieux qu'Antoinette continue de croire que ses enfants l'avaient simplement oubliée. C'était moins douloureux que de savoir à quel point il la méprisait. Elle méritait de finir sa vie en paix, entourée de gens bienveillants, loin de la toxicité de son propre sang. La vraie famille d'Antoinette, c'était eux maintenant, les liens du cœur, plus forts que les liens du sang. La véritable culmination de cette histoire n'est pas une confrontation explosive, mais le calme serein d'une nouvelle vie.
Le retournement de situation n'est pas une vengeance, mais la découverte qu'une famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour et le respect. Sophie et Christophe ont eu l'argent de la maison, mais ils ont perdu leur âme, se retrouvant plus pauvres que jamais. Antoinette, qui pensait avoir tout perdu, a finalement tout gagné, la paix, la dignité et une famille qu'il a choisie. L'émotion finale est celle d'une justice poétique où la gentillesse d'étrangers a triomphé de l'égoïsme des proches. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire poignante. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager votre ressenti en commentaire. Selon vous, les liens du cœur sont-ils plus puissants que les liens du sang ?